Sacré Nana est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux femmes qui veulent incarner leurs multiples facettes sur tous les plans de leur vie. Ces femmes qui veulent s'assumer avec authenticité et ouverture du cœur. Il s'adresse aussi aux sacrés mecs qui ont un désir authentique de comprendre et de soutenir les femmes dans leur parcours singulier. Tu découvriras des clés pour vivre pleinement ta puissance féminine par le biais d'entrevues avec des experts, des témoignages, ainsi que des épisodes solo relatant les nombreux conseils pour mieux incarner chaque facette du diamant que tu es. Cela en vue de développer ta foi en la vie, de ton potentiel féminin et de te réaliser sur de nombreux plans personnels et professionnels avec légèreté et joie. Et si tu es concerné par la haute sensibilité et le haut potentiel, tu trouveras également des ressources dans ce podcast. Sacré Nana est animé par Nathalie Alsten, senior coach, thérapeute, auteure du livre Émotif talentueux, être soi autrement et fondatrice de l'approche du développement du potentiel humaniste. Bienvenue parmi nous, Sacré Nana, le podcast qui te permet de rayonner de 1000 facettes. Bonjour les sacrés nanas, je suis très heureuse de vous accueillir pour ce nouvel épisode de podcast et j'ai aujourd'hui le grand plaisir d'accueillir Sarah Jobon qui sera également oratrice du congrès Douance 2023. Sarah qui fait partie de la brigade qui lutte contre le crime pédagogique. Euh, alors, Sarah, évidemment, en tant que sacrée nana, on va nous parler de son expérience. Elle va aussi nous parler de comment sa maman a eu un impact tellement positif dans qui elle est et dans qui elle assume qu'elle est en tant que femme, en tant que mère, comment ça l'a impacté également dans sa vie professionnelle et dans le regard qu'elle porte sur elle. Enfin, ça me semble vraiment très important. Sarah met aussi en avant la puissance de la créativité, qui est d'ailleurs la thématique de l'intervention qu'elle va faire dans ce congrès. Elle est convaincue que cette créativité nous aide non seulement à vivre mieux notre singularité, mais également que cette créativité nous aide dans le quotidien. Et on parlera également de résilience joyeuse. J'aime beaucoup le terme, c'est pour ça que j'en parle maintenant. On retrouve Sarah tout de suite pour cette interview de cet épisode. Ravie de te retrouver pour cet épisode, Sarah, un épisode sacré nana. Alors, moi, la toute première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que ça évoque pour toi, la sacrée nana? Ouais, j'adore. Il y a un côté, tu vois, on sent avec un point d'exclamation. Sacrée nana, pour moi, c'est une nana qu'on a envie d'être et même qu'on est peut-être déjà sans s'en rendre compte, qu'on n'ose pas trop être et qu'on se dit oh, ah ouais, je veux bien, ah ouais, elle m'inspire, ah oui, je devrais aller plus par là. En fait, oui, il y a des bouts de moi parce qu'on a tendance à admirer ce qui est déjà en nous, en fait, mais sauf qu'on ne le voit pas chez nous, on le voit vraiment chez l'autre. Donc, c'est ça que ça m'inspire aussi, Sacrée nana. C'est génial, merci. Euh, alors, tu interviens cette année hein, dans le huitième et dernier congrès d'Ouance avec une thématique sur la créativité. Et puis moi, ce qui me touche beaucoup dans cette interview, c'est qu'à un moment donné, tu parles de ta maman. Ta maman qui a manifestement ouvert quelque chose. Est-ce que c'est OK de nous en parler en lien avec cette sacrée nana que tu es toi aujourd'hui? Ouais, grand plaisir. Ma mère, elle a été. Bah, déjà, j'admirais énormément ma mère. Alors, très objectivement, ma mère était très belle, très intelligente, et je te jure que c'est vrai. J'y Et, crois tout à fait. et elle avait un côté où elle savait s'affirmer, elle savait poser des choses. Elle a pas, elle est venue de sa campagne, elle est arrivée à Paris, elle a monté tous les échelons, etc. Elle n'avait pas fait beaucoup d'études, mais voilà, elle a posé. Après, à la fin de sa vie, elle a écrit plein de livres, plein d'histoires et 4 livres et 4 romans. Il y a vraiment dans ce qu'elle est et dans ce qu'elle a été, ça a été pour moi un modèle pour oser faire des choses et de voir la place de la femme. Elle était autant très femme, très féminine, très féline, très voilà, et en même temps très posée. Elle pouvait être yang dans les affaires, dans le business, dans tout ça. Et elle pouvait être maman, une maman, poule, amour, etc. Et tu sais, ce panel de se dire, waouh, on peut être tout ça, mais c'est formidable, on n'a pas à renoncer, on n'a pas à être la maman qui fait des gâteaux, mais qui du coup n'a pas de vie, n'a pas de carrière. Et voilà. Et il y avait ce côté où elle nous a appris à la fois combien on comptait énormément pour elle en tant qu'enfant,
mais combien elle aussi, elle avait une vie à elle. Et ça, c'était un modèle dingue. Et puis pareil aussi, ce qu'elle m'a appris, c'est que quand on n'est pas bien dans son couple, on doit divorcer, on doit se séparer, même à une époque où c'était interdit carrément le divorce. C'est compliqué. Et donc, il y a cette idée de dire, et on peut après avoir une autre vie amoureuse. Donc, elle a été ce modèle de dire, waouh, la femme dans toutes ses facettes, dans sa splendeur, dans waouh, j'ai envie d'être à la hauteur de ça, quoi. J'ai envie d'explorer ça. C'est le point de départ pour moi, quoi. Ouais, c'est inspirant. C'est inspirant puisque j'entends aussi, c'est qu'elle t'a vraiment aidé à, en tout cas, c'est le message qu'elle a transmis, à t'accueillir tel que tu es. C'est ça? Oui, oui, et surtout, elle m'a beaucoup regardée et elle me trouvait merveilleuse. Elle m'admirait beaucoup sur plein de choses. Et avoir sur soi le regard d'un parent qui te regarde, mais même toute ta vie, même longtemps. Je me souviens par exemple quand on avait une discussion, parce que bon, c'était une autre époque pour l'éducation et tout ça. Donc, quand moi je me suis lancée dans l'éducation positive et autres, c'était en 2001, donc tu vois, ça fait très longtemps, c'était pas encore la mode. Sur des trucs, tu vois, on a eu des discussions parce qu'il y a des trucs, elle avait des positions et des trucs, et je voyais les parents, les grands-parents, les générations d'avant, et je disais non, moi je veux pas que ça se passe comme ça. Et elle m'a laissé la place, tu vois, aussi, de quand même pouvoir Mm. me poser, de pouvoir m'affirmer même avec elle. Et sur des trucs, elle me disait, oh là là, elle me dit, c'est super tout ce que tu fais. Elle me dit, on savait pas tout ça à l'époque, c'est génial. Elle était prête à se remettre en cause, à apprendre, à comprendre. Donc il y a un côté comme ça où c'était dépassez-moi. Mes enfants, dépassez-moi. Faites mieux, allez-y. Tu vois, c'est vraiment cette autorisation à aller. Soyez la meilleure version de vous-même. Et tu vois, par exemple, quand j'étais encore étudiante, on vivait à l'époque, j'ai deux grandes sœurs et après on vivait que toutes les deux à la fin. Elle disait non, non, laisse le ménage et machin, je m'en occupe, va faire tes études, va créer ta vie, va briller. Et vraiment tout au soutien pour pouvoir vraiment que je me lance dans la vie et que je sois pleine. Donc c'est vrai qu'avoir ça comme waouh, quoi, c'est comme là, tu vois, sur des trucs, même des réalisations, même si elle est plus là, déjà, elle est toujours là, mais je sais que elle veut que je me dépasse et qu'elle sera fière de moi et que pas que c'est pas grave si j'arrive pas du moment que j'essaye que je fasse, mais que j'aille, que j'essaye, que Oui. j'ose, quoi. Donc, il y a une forme d'autorisation et effectivement, comme tu dis, oser t'accueillir et incarner tout ce que tu es, hein, Ouais. même si ça ne correspond pas forcément à la norme et à ce qu'elle pensait qui était juste. Est-ce que ça a une influence? J'imagine que oui, vis-à-vis de tes enfants. Tu as plusieurs enfants, c'est ça, non? Deux, ouais, ouais, ouais. Fille, un Oui, oui, garçon? parce que ouais, j'ai une fille d'abord et un garçon. Voilà, l'aîné, voilà, l'aîné c'est la fille, après c'est le garçon. Ça m'a beaucoup l'admiration que j'avais pour ma mère. Forcément, quand je suis devenue mère, je me suis dit je veux avoir la même relation, la même intensité de relation avec mes enfants. Je veux les rendre fiers, comme moi, ma mère me rend fière, et comme même quand j'avais son âge, parce que des fois on comprend pas tout ce que vivent nos enfants, mais quand on arrive à l'âge auquel enfin, qu'ils avaient à l'époque. Par exemple, quand moi j'avais dans les 40 ans, je comprenais encore mieux quand à un moment donné, elle avait son travail toute la journée, plus le travail au restaurant avec mon père, etc. Et qu'elle faisait, qu'elle avait une force de... Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que ça me motive? Parce que je suis dans cette phase où normalement c'est impossible ce que je dois faire, mais tu l'as fait, donc ça m'inspire et je veux être ça pour mes enfants. Je veux vraiment les inspirer et leur dire, tu vois, même quand ça se passe mal, même quand on part de très bas, il y a toujours moyen d'apprendre d'apprendre des autres. Pour moi, vraiment, ce cerveau, il est magique. Et elle dit c'est ça, cette phrase, ma mère, je suis pas plus con qu'une autre. Si lui il peut le faire, moi aussi je peux le faire. Ah, Hmm. c'est dingue ce truc de se dire, je sais peut-être pas, mais j'y arriverai, je trouverai un moyen de le faire. Et du coup, je veux montrer aussi cet exemple, parce que nos enfants apprennent beaucoup plus de ce qu'on montre que de ce qu'on dit. Oui. Ah Et oui. voilà, je veux l'incarner, je veux leur montrer qu'on avait normalement un truc qui était impossible. On est passé par une phase là où le père, il payait plus de pension alimentaire, il y avait de la maltraitance psychologique, financière, etc. Et je dis, c'est pas grave, on s'en fout, on va rebondir dessus, on va retourner tout ça et on va y arriver quand même. Et je peux pas juste leur dire, je peux pas, tu vois, leur dire, ah, c'est un peu pénible ton métier, machin, mais c'est pas grave, il faudrait. Non, il y a pas de yakafoko, c'est ce que je vais faire moi. C'est comment j'appréhende la vie, comment je dépasse mes peurs, comment je les transforme en tremplin, comment je vais chercher des ressources, comment je vais chercher des gens qui me soutiennent, qui me comprennent, qui m'aident. Et c'est vraiment cette idée que je suis très inspirée par en particulier ma maman. Et du coup, j'ai très envie d'être inspirante pour mes enfants. C'est beau. Euh, alors, ce que je trouve important aussi, c'est
Très souvent, il y a des personnes qui me disent, ah oui, super nana. Et je dis, non, non, pas super, sacré nana. Ok. Pour Mm. moi, on ne demande pas de tout porter, à bras le corps et de tout en réussir, qui peut être quelque chose qu'on entend. Il y a ça aussi chez toi. Mais il y a un autre versant. Je ne sais pas si je me trompe ou est-ce que tu as envie d'en parler? Il y a un autre quoi? Pardon, j'ai pas compris. Un autre versant de Oui, ce côté qui n'est pas tout le temps dans le super, etc. Il y a une autre partie de la femme. oui, il y a un côté aussi d'introspection, il y a un côté de profondeur, il y a un côté presque poétique, presque spirituel, enfin pas presque, en fait, ça fait partie de moi aussi. À des moments de se laisser, voilà, je peux être très dans le faire, très dans le yang aussi, quand il y a besoin, mais je suis aussi très dans l'accueil, dans l'intuition, dans laisser les choses arriver. Je me souviens, j'en parlais à mon fils il y avait longtemps. euh, Bon, j'ai accouché une première fois, lui c'était le deuxième, et je sentais tout en fait. Et c'est moi qui disais à la sage-femme, ça y est, il va arriver là. Je sens que c'est Hmm. maintenant. Et je sais pas d'où ça vient, j'ai aucune idée. Parce que mais j'étais tellement connectée, j'ai des fois tellement cette capacité à être en connexion, à écouter, à suivre cette intuition, même si j'ai pas l'expérience et je sais pas d'où ça vient, je sens que c'est juste et faut l'écouter. Je sens Hmm. qu'il faut laisser la place aussi, parce que des fois, justement, je pourrais me tromper, je pourrais aller ailleurs en voulant faire ceci, être comme les autres, être hors de moi. Et à des moments, voilà, je suis vraiment très dans l'introspection, très dans l'écoute, dans l'intuition. Et c'est vrai que ça m'aide beaucoup aussi. Ouais. Ouais, c'est important. Je fais le lien avec une de nos oratrices dans ce congrès, hein, Hélène Vecchiali, qui parle d'intensité. Mhm. Et une des intensités, je ne sais plus si elle l'appelle intuitive, mais c'est ça aussi. On ne sait pas forcément mettre des mots, mais on sait. Et moi, ça me parle super fort parce qu'il y a parfois des choses, je me dis, mais comment j'explique ça? Hein, ça a été d'ailleurs une difficulté en entreprise, je ne sais pas, mais je le sens, ce qui n'est pas forcément entendable. Après, il y a façon d'amener les choses, mais voilà. Tu as parlé tout à l'heure de moments aussi plus difficiles, comme je pense qu'on en a toutes et tous d'ailleurs dans nos vies. Euh, je t'ai entendu parler de résilience joyeuse. J'aime bien ce mot. En tout cas, il me touche. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager par rapport à ça, Sarah? Ouais, il y a un truc qui est assez, c'est drôle parce que à la base, je le fais pas exprès, c'est là, hein, ça se pose et ça a toujours été là. Et forcément, quand on accompagne des gens, quand on coach, quand on forme, on doit sortir des clés de nous pour pouvoir leur transmettre, pour pouvoir les accompagner. Donc, il faut qu'on les formalise, qu'on les comprenne mieux et qu'on les mette un peu en forme pour pouvoir leur partager. Et ça, la résilience joyeuse, ça a été un peu une découverte, presque un étonnement de ma part. Mais c'est en lien avec cette idée de chaque jour qui passe est un jour de ma vie. Donc même si là c'est la tempête, c'est le noir absolu, c'est la galère, ça passera en fait. Après la pluie, il y a le soleil. Ça ira mieux forcément après. Donc par contre, si j'ai rien fait, je suis restée sur place, j'ai pleuré, à la fin, il faudra commencer à faire. Enfin, autant que j'en ai fini le plus vite possible. Donc qu'est-ce que je peux faire maintenant pour être le plus vite possible? Ça, c'est la première chose, c'est la résilience. La deuxième, c'est joyeuse. C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a plus grave, parce qu'il y a des choses vraiment, vraiment plus graves, que du coup, j'aime bien en faire un jeu, j'aime bien en faire un challenge, j'aime bien le transformer, j'aime bien m'amuser, j'aime pas perdre mon temps, j'aime pas que la vie soit triste, soit terne. Je sais pas, j'ai toujours été ce petit soleil dans la famille. Peut-être que je sentais qu'il y avait besoin, que je liais une famille recomposée. Voilà, peu importe les origines, je suis très comme ça et j'ai besoin que les gens se sentent bien. Et des fois, cette joie qui m'habite, cette capacité, alors aujourd'hui que je travaille plus sur la psychologie positive, je sais d'où ça vient. On dit en psychologie positive, ce qui est assez drôle, hein, d'ailleurs, la psychologie positive, ça a été créé pour se dire, tiens, il y a des gens quand même qui sont très heureux, alors que franchement, dans la vie, c'est pas la joie. Et il y a des gens qui ont tout pour être heureux, qui sont dépressifs, suicidaires, etc. Donc, c'est pas juste l'extérieur, c'est pas juste une question de matériel ou d'accomplissement, c'est aussi une capacité propre à apprécier les choses. Et en particulier la gratitude ou avoir le positif dans les choses. Les kiffs, des fois on parle des kiffs, des choses comme ça. C'est vraiment cette truc-là. Moi, je l'ai très naturellement. Je suis tout de suite capable, dans une journée, de voir un truc qui fait qu'il y a du positif, on rebondira dessus, on pourra faire. Donc, je suis un peu comme Obélix, je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite. Mais je me rends compte que
tout le monde n'a pas cette capacité-là, et que ça a été mon meilleur atout d'aller du côté de la joie, parce que on ne peut pas en même temps être dans la gratitude et dans la joie et dans la peur, dans la panique, dans le être tétanisé, pas pouvoir agir. Donc c'est pour ça que j'aime bien aussi jouer. J'aime bien jouer des circonstances, les transformer en défis et en challenge. Je dis très bien, le père de mes enfants ne paye pas de pension alimentaire, il nous a tout laissé tomber, il veut voilà, nous mettre à sa merci, etc. À la place, j'aurais même plus besoin de son argent. Je vais monter une entreprise et je vais apprendre à vendre pour savoir créer et pour savoir moi-même subvenir à mes besoins, avoir plus besoin de personne. Je vais transformer cette situation. Et c'est un fun, c'est un jeu, ça devient, tu vois, c'est même, tu vois, dans ce truc, écoute, quand quelqu'un est comme ça et veut t'écraser et tout ça, je peux pas l'aider. Du coup, il y a aussi un petit côté un peu pestouille qui est, qu'est-ce que je pourrais faire pour le faire le plus chier? Qu'est-ce qu'il ferait le plus? Qu'est-ce qu'il en ferait le plus? C'est Que avoué. je sois heureuse. C'est ça, que je sois dans l'abondance, que ça se passe bien. Bah, on va l'embêter. Mais ce que j'entends, moi, qui me fera passer là-dedans, c'est ta capacité à... Il y a deux choses que j'entends. À lâcher et donc à ne pas t'accrocher à quelque chose qui finalement va te mettre en résistance. Hein, et ça, quand Ouais. même, c'est pas rien. Ça, c'est pour moi une vraie attitude de sacrée nana. Et j'imagine qu'il y a des moments où c'est plus simple et des moments où on est humain. Hein, je veux dire, soyons d'accord. Et puis, je reconnais que ta capacité créative, hein, c'est toute la thématique du congrès cette année, en tout cas dans ton intervention. Ta capacité à rebondir parce que tu crées ta vie et tu crées une vision. Qu'est-ce que tu voudrais nous dire sur ça? Oui, tu sais, en fait, plus j'avance, en 2007, j'ai commencé le développement personnel. Je me souviens, j'ai dit donc à mon mari à l'époque et à une copine, pareil, je ne sais pas pourquoi, c'est venu suite à la conversation, il y avait une intuition, il y avait un truc, et je leur ai dit, je sens que je vais changer. Je ne sais pas encore quoi, mais je sens que je vais beaucoup changer. Et c'était vrai. Mais du coup, il y a c'est là que j'ai commencé. C'était très bizarre, c'était très intense. Il fallait que je passe d'un truc à l'autre. J'étais complètement mal dans la vie dans laquelle je m'étais enfermée. Et il y avait une urgence à survivre, à revivre, à être plus alignée avec moi et à me retrouver, en fait. Et à ce moment-là, dans le développement personnel, ce que j'ai beaucoup découvert, c'est tout simplement, ça c'est une citation adaptée de Henry Ford, mais quel que soit ce que tu crois, tu auras raison. Si tu crois que ça va mal se passer, ça va mal se passer. Parce que tu Mm. verras toutes les opportunités, tous les trucs, puis tu diras, ah bah oui, j'avais raison, et puis nanana. Si tu crois que ça va bien se passer, ça va bien se passer, parce que tu vas avoir les opportunités pour que ça se passe bien. Donc, je préfère choisir mes croyances. Je préfère les inventer, les créer, même s'ils ne sont pas encore là. Je préfère aller visualiser avec la force de la visualisation. Après, je mets en œuvre tout ce qu'il faut pour. Mais il y a quand même le fait que mon cerveau, mon inconscient, la façon dont je vis, je vois ma vie et ce que je crois qui va prendre le plus de place. Donc, ça sert de deux manières. D'une première manière, c'est moi qui décide de mes croyances. Je décide que j'arriverai à faire ça, ça et ça. Je le visualise, je m'y vois, etc. Ça m'aide. Et puis la deuxième, c'est aussi, je regarde. Je dis, ah, dans ce pan de vie, là, c'est très bloqué, il y a un plafond de verre, c'est galère. Qu'est-ce que je peux arriver à croire que je mérite de vivre cette vie-là? C'est quoi ma croyance qui est cachée derrière, qui se manifeste là, en fait? Et je trouve ça, une fois qu'on a compris comment ça marche, en fait, enfin, pour moi, ça devient un jeu, quoi, de dire, ah, ça y est, je sais, petite croyance qui fait des siennes, c'est pour ça que ça fout le bordel. Bon, allez, on va aller la diminuer, on va aller la trouver, celle-là. Et ça, je trouve ça puissant de reprendre la main plutôt que de subir, en fait, c'est ça. Et pour moi, c'est une source de puissance, c'est une source de libération de savoir qu'on peut jouer avec. Quand on a compris les règles du jeu, voilà, on peut jouer avec et surfer dessus. Ouais. Mais je reconnais ce côté défi, jouer, etc., qu'on retrouve chez toute une série de personnes de la communauté des hauts potentiels. Hein. Tu en parles, tu parles de ton exemple dans l'intervention du congrès. Et puis, ce que je ressens, en tout cas aujourd'hui chez toi, qui est assumé, c'est ce fameux grain de folie qui consiste à, entre autres, assumer son décalage, à oser sa singularité. Comment tu l'expliquerais chez toi ou en quoi il consiste ce grain de folie chez toi? Déjà, assumer ce grain de folie, c'est assez drôle parce que, enfin, entre guillemets, j'ai pas l'impression. C'est plus les autres qui me renvoient ça. Quand je vois ce que certains s'interdisent, je me dis, ah oui, alors apparemment, vraiment, je m'autorise plus de choses. Mais ça vient, comme on disait tout à l'heure aussi, du regard de ma mère,
de mes parents, de ma famille, qui me voyaient comme une petite merveille, un petit soleil, qui trouvaient ça génial. Donc c'est sûr que ça aide. J'aurais grandi dans une famille où non mais Cache, sois pas comme ça. Bah, ça aurait été plus dur à Ah bah, assumer, clairement. enlever tout un plafond de verre, tout un cocon. Là, d'être aimé pour ça, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup et j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'aiment pour ça. Donc, et moi, je m'aime pour ça aussi. Donc, il y a déjà ce premier élément. Après, ce grain de folie, c'est pas facile pour moi de le définir parce que ça se fait vraiment naturellement. Je crois qu'il y a mettre de la folie, des fois, c'est mettre du fun là où normalement ça devrait être long, barbant, sérieux, chiant, comme par exemple les apprentissages, l'entrepreneuriat ou plein de choses. Non, moi, j'ai envie que ce soit fun et léger, quoi. Ce grain de folie, ça va être aussi d'écouter son intuition et de se dire cette personne, je sens que j'ai un truc à faire avec et on verra ce qui se passe et de voir et d'écouter, de voir jusqu'où ça nous mène. Et ça a été parmi les meilleures aventures. D'ailleurs, les moments les plus compliqués et durs de ma vie ont été des moments où je n'ai pas écouté ça, en fait, où j'ai pas écouté ma boussole intérieure. Ça m'a amené à essayer d'être quelqu'un d'autre, d'être une bonne élève, de faire ci, de faire ça. Pourquoi? À la fin, j'ai coché toutes les cases et j'étais malheureuse comme les pierres, j'étais à l'envers de moi, j'étais très, très mal et embourbée dans plein de trucs compliqués qui n'étaient pas du tout moi. Donc, j'ai plus intérêt à être dans mon grain de folie que dans, des fois, ce que je penserais être raisonnable, qui ne m'appartient pas, qui ne me va pas du tout. Assumé. Merci pour ce partage, parce que je suis sûre que tu vas parler à des tas de femmes, à des sacrées nanas et puis des sacrés mecs qui nous écoutent aussi. Hein. Ce n'est pas réservé qu'aux femmes. Ça me semble vraiment important de le préciser. J'ai envie aussi de te poser une question par rapport à... J'ai le sentiment que cette période actuelle, et c'est pas pour rien d'ailleurs moi que j'ai lancé Sacré Nana maintenant, mais cette période actuelle réouvre d'une certaine façon au féminin, entre autres au féminin sacré. Comment ça se joue chez toi dans ta vie, qu'elle soit perso ou pro, enfin voilà, en tout cas ce que tu as envie de nous partager. Mm. Oui, moi c'était alors très souvent d'ailleurs, c'est assez drôle, mais c'est le pro qui me fait découvrir des choses et après je l'applique dans le perso. Je le vois mieux parce que c'est mis à distance, parce que c'est pour d'autres. Et après du coup je me dis bah tiens, tu donnes des conseils, tu te les appliques, c'est très bien. Mais du coup, sur le féminin, le yin, quand j'ai démarré en 2016 sur l'entrepreneuriat, je me suis dit, voilà, c'était vivre de sa passion. Je me dis, moi, j'adore enseigner, permettre aux gens de pouvoir apprendre à tous les moments de la vie et avec des bonnes méthodes d'apprentissage qui correspondent à chacun. Et bah, comme ma mère, avec je ne suis pas plus con qu'une autre, si lui peut y arriver, moi aussi, tu vois, de donner à chacun ce droit de devenir qui il a besoin d'être, même si c'est pas ce qu'il avait prévu quand il s'est orienté après le bac, par exemple. Tu vois, on se découvre, on évolue, on a besoin d'évoluer. Et il y avait ce truc donc j'ai beaucoup écouté des mentors au début français, parce que je me sous-estimais. Alors, normalement, j'étais plutôt bilingue, ça allait bien. Mais je ne sais pas pourquoi, j'étais partie du principe, moi, je ne sais pas. Donc, j'écoutais pas des mentors américains, je pensais, ou anglais, ou internationaux. Et il y avait beaucoup d'hommes, Ouais. et aussi avec ce côté où yang, quoi, où moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça et tout, et moi je manquais de ça, je manquais de montrer ma valeur, ce que j'étais capable de faire. Je faisais mille choses, jamais j'en tirais, alors pas orgueil, mais jamais, voilà, parce que je le faisais pour le faire, parce que j'aimais la relation, j'aime l'autre, j'aime prendre soin, etc. Et je manquais parce que quand tu dois parler de tes programmes et de ce que tu fais, il faut pouvoir en parler, ce que ça apporte, quelle est la valeur, fixer des prix. Donc, il faut aller quand même vers là. Hein. Donc, ça m'a inspiré. Et puis, au bout d'un moment, ça m'a un peu, alors, je ne sais pas si on peut dire faire perdre de temps, mais j'ai commencé à avancer à l'envers de moi et à suivre des choses qui m'emmenaient à un endroit qui ne m'intéressait pas tellement, où il s'agissait d'avoir le plus de personnes, le plus d'abonnés, le plus de trucs, alors que moi j'adore les petits cocons, j'adore les petits groupes, j'adore qu'on prenne soin, j'adore aller loin avec une personne, voir comment elle évolue et continuer à lui proposer sur mesure encore des jeux, des exercices et des choses, bien l'écouter, etc. et approfondir plutôt que de faire de la masse. Je me dis, Sarah, mais tu essayes de suivre des méthodologies, des stratégies qui ne correspondent absolument pas à ce que tu veux à la fin. Donc, remets-moi du yang là-dedans, du yin là-dedans, remets-moi du féminin, remets-moi du soin, remets-moi voilà, toutes ces valeurs qui sont plus associées à la féminité, où on donne du temps à la personne pour se transformer, pour découvrir qui elle est, pour être vraiment elle-même.
Et là, je me suis retrouvée. Je me suis vraiment retrouvée dans ce que j'aimais faire. Alors, j'ai gardé des éléments intéressants. C'est Mhm, intéressant d'avoir un mhm. équilibre entre le yin et le yang. Mais j'avais besoin de remettre du sens, de remettre du soin, de remettre des valeurs qui sont pas que de la performance, qui sont de la qualité de vie, qui sont de la relation, qui sont du sens, donner du sens à sa vie, la contribution, changer les choses, changer le monde. Et ouais, voilà. Donc, du coup, j'ai fait comme ouais, un petit retour aux sources, quoi. Oui, mais enfin, tu en parles beaucoup, hein, parce que moi, perso, et d'ailleurs, c'est amusant parce qu'on s'est rencontrés dans un de ces masterminds très masculins, finalement, Mm. avec les objectifs de chiffre d'affaires, etc. Moi, je n'ai pas poursuivi parce que je pense que j'étais déjà dans cette transformation, et voilà. Et d'ailleurs, quand tu partages ton premier mastermind, etc., moi, je me rappelle qu'à l'époque où j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était en ligne, il n'y avait pas encore grand-chose en Europe. Et mon tout premier mentor, c'est une femme, Ali Brown, aux États-Unis. Et entre autres, je l'ai choisie parce qu'elle parlait de spiritualité. Mm. Voilà, après, c'était aux États-Unis, donc c'est amusant de me rappeler ça. Mais, Juste là-dessus, moi, une qui m'a aussi ouais, aidée à ouais, dévier, c'est une Australienne qui s'appelle Denise Duffield Thomas. Et ce qui m'a frappée dans ce qu'elle a dit, c'est, justement, elle est très dans le féminin et tout ça, et elle disait que les femmes, justement, sur le rapport à l'argent, elle disait les femmes qui ont de la puissance financière, qui ont de la richesse, vont changer le monde. Parce que oui. nous, en tant que femmes, bah, il y a des trucs, franchement, on voit qu'il n'y a pas assez de femmes à certains postes clés, à certains trucs, puis il y a des trucs qu'on ne tolérerait pas, mais on n'a pas forcément la puissance financière pour faire. Et je me suis dit, mais oui, cette indépendance où on peut donner le pouvoir aux femmes de pas juste le faire à un niveau plus local, etc., et leur donner la puissance, l'autonomie pour vraiment changer les choses avec soin et ajouter la puissance que peut donner la liberté financière, etc. Mhm, Je me suis dit, mhm. ça m'a parlé. Je me suis dit, ça, voilà, vraiment pour impacter, mettre, tu vois, dans toutes les écoles, des pratiques de sketchnoting, d'apprendre en s'amusant, en étant léger, en se sentant bien dans sa peau. Je dis, mais voilà, là, ça va être très Mhm. important d'avoir ce pouvoir par moi-même, en fait. Et c'est vraiment, Carrément. ouais, au féminin, de dire ce qu'on en ferait en tant que femme, ça m'a vraiment parlé aussi, ouais. Ah, ça résonne tout à fait avec moi. Et puis, c'est vrai que ce qui est quand même assez souvent mis en avant, c'est que un des secteurs dans lesquels les femmes vont investir quand elles ont de l'argent, c'est l'éducation. Donc, ça rejoint tout à fait ce que tu nous dis. Une dernière question en lien avec ton intervention, hein, au Congrès d'Ouance. Congrès d'Ouance, je rappelle, qui sera le 8e et le tout dernier, puisque j'arrête après. Donc, c'est vraiment l'occasion de nous rejoindre pour célébrer la fin de cette aventure en phase vers une autre nouvelle aventure, parce que c'est la vie, tout simplement. Congrès d'Ouance qui aura lieu du 12 au 19 octobre. Il est gratuit, vous avez le lien pour pouvoir vous y inscrire dans la description de cet épisode. Tu interviens avec la thématique Bien vivre sa douance grâce à la créativité. Tu nous en dis un petit mot? Ouais. Ouais, ouais, ce qui est important pour moi, c'est cette idée que quand au départ, on peut se dire, ah, je suis différent, mince, je suis pas comme les autres, voire je suis pas normal, oups, c'est galère. Ah, donc il faut que, voilà. Donc, au départ, ça peut être vécu comme quelque chose de difficile ou d'impressionnant, dans le sens où, ah oui, on m'a dit que je suis douée. Ah oui, alors donc je dois être très performant, dois être ceci. Mais moi, je me sens pas du tout comme ça, en fait. Donc, c'est vraiment comment retrouver déjà un juste milieu et la créativité a ce pouvoir de se dire, je vais le faire à ma manière. Voilà, c'est moi en fait, je reste unique en fait. Il faut que je me comprenne, je suis un nouveau territoire à aller réexplorer avec des nouvelles lunettes, mais justement, comment le faire avec créativité pour être sûr que ça soit pas des vieilles recettes que je prenne à droite à gauche, que je compile et qui ne me ressemblent pas et que je me retrouve finalement un petit peu comme avant. Et c'est vraiment cette idée que pour bien vivre sa douance, comment on est, son mode de fonctionnement, aller le découvrir, aller le comprendre et aller jongler avec et avec créativité, ça permet d'amener de la légèreté, du kiff, de la joie et d'inspirer les autres, voilà, d'inspirer les autres à mieux nous comprendre, nous connaître dans cette nouvelle partie de qui on est vraiment aujourd'hui et de qui on arrive à être, la partie qu'on a gardée d'avant et cette nouvelle partie qu'on amène au monde aussi.
Génial. Donc, on retrouve Sarah Joban au congrès d'Ouance, le 8e et dernier congrès d'Ouance du 12 au 19 octobre. C'est gratuit. Il suffit de vous inscrire on retrouve Sarah avec la thématique Bien vivre sa douance grâce à la créativité. Si tu veux t'inscrire au 8e et au tout dernier congrès d'Ouance qui aura lieu en 2023, il aura lieu du 12 au 19 octobre. L'inscription est complètement gratuite et il suffit de te rendre sur www.congrès-douance.com.